Bonjour à tous, merci d'être là. Moi, à votre place, j'aurais plutôt été dans une autre salle. Mais bon, maintenant qu'on a fermé les portes à clé, c'est trop tard. Vous êtes prisonnier pendant 15 minutes et vous allez m'écouter. Déjà, moi, je m'appelle Marie Villet, je suis recruteuse chez Zenica. Et mes grandes passions dans la vie, c'est la bière et le métal. Si un jour vous passez sur Nantes, vous pourrez peut-être me voir. Merci. Vous applaudirez après. Si vous passez sur Nantes, peut-être que vous me verrez dans des salles de concert ou des choses comme ça. Mais bon, on n'est pas venu pour parler de moi, même si le sujet est très intéressant ou pas. On est venu là pour parler de techniques de manipulation. Alors je voudrais faire un petit disclaimer avant de commencer quand même. La manipulation a une image très négative en général, et ça peut se comprendre. Moi, c'est pas l'image que j'en ai. Pour moi, la manipulation, ça sert avant tout à obtenir ce que je veux des autres, mais de manière gentille et bienveillante. C'est possible. La manipulation, c'est quoi? En fait, on obéit tous à des règles qui sont inscrites au fond de nous-mêmes, et on y obéit instinctivement. L'idée de la manipulation, c'est d'utiliser ces règles pour faire aux gens ce qu'ils n'auraient pas fait naturellement. Alors, il y a plein de techniques. Moi, je vais juste vous parler de 3 techniques aujourd'hui. And you may ask yourself, well, how did I get here? Vous vous êtes déjà retrouvé dans des soirées, des repas de famille, et vous êtes dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je serais bien mieux chez moi, sur mon canapé, à mater Netflix. Et puis vous pouvez vous dire là, dans cette salle, mais qu'est-ce que je fous ici à l'écouter elle? Là, je serais mieux dans une autre salle ou en train de manger ou de fumer une clope. Eh bien, c'est en partie à cause de l'engagement et la cohérence. Pour éviter un conflit interne et pour rester en paix avec soi-même, on a tendance à être constant avec nos décisions, à rester en cohérence avec notre engagement. Par exemple, moi, y a un de mes collègues qui m'a dit Marie, pourquoi tu fais pas de talk? Je sais pas. Attends, viens, on va prendre du temps, on va faire un abstract, on va trouver un sujet. Puis j'ai posté mon abstract, et puis j'ai été prise, et puis j'ai dit que j'allais venir, et puis du coup, je suis là. C'était un peu tard pour faire demi-tour, du coup. Quelques exemples, du coup. Alors, comment on s'en sert pour manipuler? C'est assez simple. On va obliger quelqu'un à s'engager, à prendre une décision, en lui faisant croire que c'est lui qui a pris la décision. Et puis une fois qu'il est engagé dans une voie, il va continuer dans cette voie-là, vers ce qu'on a envie de lui faire faire. Alors, la technique de l'entonnoir, c'est une technique qui est très utilisée par les vendeurs de voitures et les recruteurs de donateurs, entre autres. On va vous poser des questions, et vous allez forcément répondre par oui. Vous allez vous engager dans une voie. Vous avez vu la catastrophe qui s'est passée à Rouen? Oui, bien sûr, tout le monde est au courant. Vous avez vu les retombées que ça a fait, on a vu plein de photos dans les jardins, etc. Oui, bien sûr. Vous avez vu à quel point le gouvernement ne réagit pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous seriez prêt à donner quelques euros pour, aider ces pauvres personnes? Oui, bien sûr. La question ultime, c'est souhaitez-vous donner de l'argent? Et comme vous êtes engagé dans un chemin, il serait compliqué de dire non, en fait, voilà. En couple, c'est un peu pareil. On s'engage, on emménage ensemble, on prend un chien ou un chat, on achète une voiture, on a un enfant, on achète une maison, etc. Et plus on s'engage ensemble, plus il est compliqué de revenir en arrière ensuite. Ou comment on s'en sert de cette technique? Pour se faire aider d'un collègue, par exemple, ou qui fasse un peu tout le boulot à votre place. C'est simple. Tiens, Nico, j'ai vu que tu avais 2-3 projets sur Go, là. Ah ouais, effectivement, ouais. J'ai vu que tu faisais des confs en plus au DevFest Nantes sur Go, ouais, c'est vachement bien. Effectivement, vous le faites parler pendant 10-15 minutes sur ses compétences incroyables en Go ou autre techno, et à la fin, vous lui dites du coup, tu voudrais pas m'aider sur un petit projet, là j'ai quelques difficultés. Le gars, ça fait 15 minutes qu'il se la pète, il va vous dire forcément oui pour qu'il vous aide, quoi. La deuxième règle, la deuxième technique, c'est la règle de la réciprocité. Les gens sont plus enclins à accéder à vos demandes si vous leur avez déjà donné quelque chose en premier. La règle de la réciprocité, elle est très ancrée parce qu'en fait, il est difficile de refuser un cadeau, de refuser un service qu'on vous fait, en fait. Et ça crée une dette, ça crée une obligation en vous, en fait. Comment on s'en sert, du coup? C'est assez simple, on va créer une dette. Vous allez aider un collègue, vous allez donner quelque chose à quelqu'un en attendant quelque chose en retour. Et c'est vous qui allez demander ce quelque chose en retour. Bon, spoiler alerte, vos enfants vous manipulent, vous étiez peut-être déjà au courant. On est samedi matin, votre ado se lève,
plus ou moins tôt et vous aide à faire le ménage. Il passe l'aspirateur, il fait les poussières, il fait la vaisselle. Incroyable, vous n'avez jamais vu ça, vous êtes très content. Et puis 2 heures plus tard, papa, maman, est-ce que je peux aller chez un copain cet après-midi? Bon, bah là, il vous a manipulé. Il a créé une dette, il vous a rendu service et il vous demande de lui rendre service en échange. C'est pareil pour toutes les offres gratuites, les échantillons, ce genre de choses. Ces statistiques, les magasins qui offrent des échantillons ont beaucoup plus de ventes que les magasins qui ne le font pas. Alors, c'est pas parce que le produit est particulièrement bon ni intéressant, c'est juste parce qu'en fait, vous vous sentez redevable par rapport au vendeur. Non, mais bon, je vais lui acheter un petit quelque chose. Eh bien, c'est ça. Qui ne s'est jamais retrouvé à Noël avec toute sa famille, des cousins éloignés, etc., avec des gens qui vous offrent des cadeaux, alors que vous n'avez pas du tout prévu de cadeau de Noël pour eux? Eh bien, c'est un peu ça. L'année prochaine, vous êtes sûr, vous allez lui acheter un cadeau à cette personne. Et encore une fois, sur vos collègues seront vos plus grandes victimes. Vous allez du coup prendre 10 minutes pour aider un collègue sur un sujet que vous maîtrisez, ça ne va pas vous prendre longtemps, mais lui, ça va lui rendre service. Par contre, le lendemain, vous organisez un meet-up, vous avez besoin de gens pour bouger des chaises pendant bien 30 minutes, 45 minutes, et ben vous allez lui demander de l'aide. Et il ne vous dira pas non. La technique du rejet-retrait, c'est un peu dans le même principe. On va demander quelque chose de tellement énorme que la personne va forcément refuser. Et ensuite, on va demander quelque chose de plus raisonnable, ce qu'on voulait demander depuis le début. Ah tiens Marina, tu voudrais pas me ramener chez moi parce que là je suis un peu en galère, il pleut, j'ai pas envie de prendre le bus. Ah bah non, c'est pas du tout mon chemin. Ok. Bah est-ce que tu peux m'amener à l'arrêt de bus du coup? Ça te dérange pas? Ouais, bien sûr. Ça c'est la technique du rejet-retrait. Et la dernière technique, c'est la technique de la preuve sociale. En fait, on a tendance à suivre cette idée-là. Si beaucoup de gens font quelque chose, c'est que c'est la bonne chose à faire, donc je vais faire la même chose. Si vous avez 10 personnes qui regardent comme ça dans la rue, bah, vous allez lever la tête et regarder ce qu'ils regardent. Si vous êtes provincial comme moi, et que vous vous retrouvez dans les couloirs du métro parisien complètement paumé, vous aurez tendance à suivre les gens, plutôt que d'aller dans une direction où il n'y a personne. Plus la notoriété de la personne est élevée, plus on aura tendance à la suivre. C'est tous les trucs sur Instagram, les influenceurs, etc. Bah, c'est exactement ça. Donc on va s'en servir pour inciter quelqu'un à faire quelque chose. Et comment ça, tu viens pas à la soirée? T'es la seule personne que je connaisse qui vienne pas à la soirée. Comment ça, t'as pas vu Star Wars? Putain, je connais personne qui a jamais vu Star Wars, quoi. Pour attirer des clients, des participants, pour vendre. C'est pour ça que les restaurants mettent les premières personnes en devanture du restaurant ou dehors. Vous avez plus tendance à rentrer dans un restaurant quand il y a des gens que quand il n'y a personne. C'est la même chose, élu produit de l'année, ce genre de choses. C'est comme les pubs avec les dentistes aussi, pour le dentifrice. Ce dentiste ou la Confédération des dentistes de France, machin, nous recommande, bah, c'est un peu ça, quoi. Pour devenir populaire aussi, plus on a de followers sur Twitter, plus on va en avoir. Plus on a d'amis sur Facebook, plus on va en avoir. Et plus on a de personnes qui nous suivent sur LinkedIn, plus on va en avoir. La popularité attire la popularité, en fait. C'est pareil pour les restaurants, les hôtels, sur TripAdvisor, sur Booking, etc. Plus ils auront d'avis, plus ils auront de gens qui y viennent. Je dois vous faire une confidence. Pour faire ce talk, je suis allée sur des sites étranges. Je suis allée sur un site qui s'appelle La Drague by Kamal, qui est absolument merveilleux, je vous le conseille. C'est une personne qui utilise des techniques de manipulation pour draguer et qui donne des conseils absolument croustillants pour draguer. Alors il n'y a pas de jaloux, il y a une page homme et il y a une page femme, hein, donc tout le monde peut y aller. Et du coup, cette personne utilise la preuve sociale pour draguer. Il nous dit que quand vous rentrez dans un restaurant, dans un bar ou quelque part, il est bien de connaître les gens, d'aller les voir. Ah tiens, machin, salut, ça va, de lui serrer la main. Parce que du coup, vous serez reconnu comme quelqu'un de bien et d'acceptable. Et du coup, la personne à qui vous êtes va se dire, ah bah, il est bien, voilà quoi. Je vous conseille ce site en tout cas. Les dangers de la preuve sociale, c'est que comme on a tendance à copier le comportement des autres, on va aussi copier des comportements qui ne sont pas terribles. On a pas mal de gens qui ont été victimes d'agressions dans la rue, dans le métro, qui disent
Je comprends pas, il y avait plein de gens, mais personne n'a réagi. Bah, c'est un peu à cause de la preuve sociale, c'est aussi à cause de la dilution de la... merci, tout le monde le connaît, c'est génial. En fait, dans ces cas-là, il faut se mettre à la place de la personne et se dire ok, personne ne réagit, mais en fait, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais moi? Qu'est-ce que j'aimerais que les autres fassent? Voilà. En gros, pour éviter de se faire avoir sur la preuve sociale, il faut toujours se dire attends, ok, tout le monde fait ça, tout le monde a envie que je fasse ça, mais moi, qu'est-ce qui m'importe? Qu'est-ce que moi je veux faire? Et si vous avez ce petit réflexe-là, vous ne vous ferez jamais avoir sur la preuve sociale, et même dans les magasins. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous aurez compris que la manipulation, c'est pas quelque chose de forcément négatif, c'est pas forcément réservé aux grands politiques de ce monde, ni à Minus et Cortex, mais que tout le monde peut s'en servir et aussi s'en défaire. Je vous conseille notamment pas mal de bouquins sur la question qui sont très abordables et qui sont pleins de sens. Voilà. Merci beaucoup à vous.